Durant des décennies entières, Sophie Darel a incarné aux yeux de tous l'image d'une femme solaire, celle qui dégainait un rire franc à la moindre occasion et qui ne laissait jamais paraître la moindre fissure à l'écran, comme immunisée contre l'amertume. Elle a traversé les époques souriant imperturbablement à travers les innombrables émissions de variété, accueillant avec la même légèreté apparente les salves d'applaudissements comme les moments de silence pesant. Toutefois, dissimulée derrière cette façade lumineuse et rassurante se cachait une existence sculptée par des non-dits, une vie intérieure marquée par des épreuves qu'elle s'interdisait formellement d'évoquer à haute voix. Ce n'est que bien plus tard, après une longue carrière, qu'elle a finalement accepté de lever le voile sur ces zones d'ombre qu'elle avait si soigneusement protégées. En cette année 2026, alors qu'elle a franchi le cap des 80 ans, Sophie Darel adopte une nouvelle posture s'exprimant non pas avec plus de bruit, mais avec une honnêteté brutale et désarmante. Les confessions qu'elle finit par livrer soulèvent une interrogation profonde, une question que beaucoup ressentaient intuitivement depuis des années sans oser la formuler. Jusqu'à quel point un être humain peut-il enfouir ses douleurs tout en persuadant le monde entier que le bonheur est sa seule réalité ? C'était pourtant cette illusion parfaite que tout le monde a achetée. Dans l'imaginaire du public français, il était impossible d'associer le nom de Sophie Darel à la tragédie. Elle était l'antithèse du drame. Sa carrière a débuté à une vitesse fulgurante. À peine sortie de l'adolescence, elle crevait déjà l'écran, s'imposant immédiatement comme une artiste qui diffusait une chaleur humaine réconfortante plutôt que de jouer sur la corde sensible. Contrairement à une idée reçue très tenace, sa formation initiale n'avait rien à voir avec la musique ou la chanson. Beaucoup l'imaginaient, chanteuse avant tout, mais son véritable bagage, son premier amour, était tourné vers le jeu et la comédie pure. Elle a fait ses armes au Conservatoire d'art dramatique, guidée non pas par la recherche du prestige académique, mais par un instinct viscéral, expliquant par la suite que le cursus traditionnel l'ennuyait profondément. Elle trouvait ce milieu trop rigide, saturé d'auditions interminables et d'étapes administratives formelles qui freinaient sa fougue naturelle. C'est pourquoi elle a préféré inventer sa propre route via les cabarets, avançant à l'instinct survivant grâce à son élan et son audace plutôt qu'en attendant une permission officielle. Au moment où elle a atteint une véritable notoriété, Sophie Darel avait déjà intégré une leçon fondamentale pour durer dans ce métier impitoyable. Elle avait compris que la visibilité exigeait une discipline de fer. Si elle paraissait si calme et espiègle, c'est parce qu'elle savait que le chaos n'avait aucune place dans la télévision en direct. Cette rigueur professionnelle masquée par son sourire est devenue sa véritable signature au fil des ans. Son image s'est définitivement cristallisée lorsqu'elle a commencé à collaborer avec Guy Lux suite à une audition providentielle lors d'un spectacle à Megève. Ensemble, ils ont porté Cadet Roussel, une émission de variété en direct qui a marqué au fer rouge l'histoire de la télévision et la culture populaire de l'Hexagone. Ce qui rendait Sophie absolument indispensable à ce programme, ce n'était ni le scandale, ni la démesure, mais sa fiabilité à toute épreuve. Jamais elle ne s'effondrait, jamais elle ne perdait ses moyens, et surtout, elle ne cherchait jamais à tirer la couverture à elle au détriment de l'émission. Elle concevait son métier et la télévision en direct comme un contrat moral passé avec les téléspectateurs. Sa mission était d'être présente limpide sans jamais imposer aux gens qui la regardèrent le poids de ses soucis ou de sa vie privée. Avec le recul des années plus tard, elle confiera que cet âge d'or est révolu, regrettant que la télévision ait perdu son âme en remplaçant la spontanéité du direct par des formats aseptisés et distants. Pourtant, dès que les caméras s'éteignaient, l'équilibre de sa vie devenait beaucoup plus précaire qu'il n'y paraissait. La célébrité télévisuelle ne s'accompagnait pas forcément d'une sécurité financière absolue. Être une vedette sous l'ORTF signifiait souvent des salaires modestes, même au sommet de la gloire. Elle était reconnue par des millions de visages, mais cette reconnaissance ne payait pas les factures ni ne la protégeait. Ses parents, bien que fiers de sa réussite, vivaient dans une inquiétude permanente pour leur fille. Elle racontera plus tard que lors de sa première grande scène à l'Olympia, son père était encore plus terrorisé qu'elle, tremblant en coulisses, persuadé qu'une catastrophe allait se produire. Ce que le public ne remettait jamais en question, c'était sa stabilité émotionnelle qui semblait inébranlable. Sophie avait ce rire facile, presque automatique, qui désarmait tout le monde. Elle avait l'art de taquiner les animateurs et refusait catégoriquement la nostalgie. Même devant ses propres archives, elle affirmait ne ressentir aucune mélancolie du temps passé.
Cette constance rassurait les foules, mais elle a aussi contribué à créer une forme d'aveuglement collectif sur sa vraie nature. Les gens ont cru sans réserve à la version qu'elle leur offrait et Sophie Darel a laissé cette croyance intacte pendant très longtemps. Mais il y avait ce silence, un silence qui s'est installé bien trop tôt, bien avant qu'elle n'apprenne à maîtriser un plateau de télévision, elle avait appris à se taire. C'est à l'âge tendre de 8 ans que cette terrible leçon de dissimulation a débuté. Le drame qu'elle a vécu n'est devenu ni un grand titre de presse, ni un scandale public, ni même une rumeur. C'est devenu un poison lent, un secret destructeur qu'elle a porté seule. Lorsque Sophie a finalement brisé ce tabou des décennies plus tard, elle l'a fait avec une sobriété exemplaire, sans aucune dramatisation inutile. Elle a volontairement évité les détails sordides, elle n'a cité aucun nom et elle s'est abstenue de toute accusation publique directe. À la place, ce qu'elle a décrit, c'est un état psychologique, un sentiment dévastateur qui a façonné tout son paysage émotionnel, la culpabilité. Elle a expliqué avec lucidité qu'enfant, son esprit avait tordu la réalité pour lui faire croire qu'elle était inconsciemment responsable de ce qui s'était produit. C'est cette croyance totalement irrationnelle mais incroyablement puissante qui l'a maintenue dans un mutisme absolu pendant des années. Elle ne s'est pas tue par oubli, mais parce qu'elle ne pensait pas en avoir le droit, d'autant que l'homme en cause était une personnalité de la radio, quelqu'un de charismatique et d'admiré. Il existait un fossé immense entre l'image publique séduisante de cet homme et son comportement de prédateur dans l'intimité. Sophie a pris très tôt une décision qu'elle n'a jamais remise en question. Malgré les années, elle ne révélerait jamais son identité au grand public. Même une fois son bourreau disparu et alors que la parole se libérait enfin dans la société sur les drames de l'enfance, elle a maintenu son refus catégorique de donner un nom. Ce silence n'était nullement dicté par la crainte, mais par un souci de protection envers des innocents, refusant de briser l'existence de ceux qui n'avaient commis aucune faute. Elle pensait aux descendants, aux enfants et aux petits-enfants de cet homme, des gens qui sans doute ignoraient tout de cette sombre facette. Une telle posture a souvent suscité l'incompréhension car le public attendait des cris de la fureur ou des révélations fracassantes pour assouvir une soif de justice. Sophie, fidèle à elle-même, a écarté ces attentes en expliquant que sa prise de parole n'avait jamais eu pour moteur la vengeance ou le scandale. Son objectif unique était de fissurer le mur du silence sans pour autant engendrer de nouvelles victimes collatérales, une nuance capitale à ses yeux. Pour elle, la véritable justice ne résidait pas dans une punition tardive, mais dans le refus absolu de laisser la honte dicter le reste de son parcours. Durant une éternité, ce secret est resté verrouillé en elle, caché à ses partenaires de scène, dissimulé à ses amis proches et même tu à son premier époux. Il aura fallu attendre sa rencontre avec Jack Anaclet, son mari actuel, pour qu'elle trouve enfin l'espace de sécurité nécessaire pour se livrer totalement. Bien des années plus tard, au terme de ce qu'elle décrit comme un immense cheminement intérieur vers l'apaisement, sa vision des choses s'est affinée. Le pardon tel qu'elle l'a formulé ne servait pas à absoudre l'agresseur, mais constituait un impératif vital pour sa propre survie mentale. Quand elle a finalement couché ce traumatisme sur papier dans son ouvrage, chaque mot a été pesé avec une prudence extrême, consciente du poids de chaque phrase. Elle ne cherchait ni la commisération des lecteurs, ni à faire les gros titres de la presse à scandale. Ce qu'elle visait, c'était l'empathie, et surtout, la démonstration que l'on peut avoir été brisé sans perdre sa capacité à mordre dans la vie à pleines dents. Elle l'a martelé sans cesse, les épreuves subies n'ont jamais réussi à éteindre sa joie de vivre, même si elles ont inévitablement sculpté sa force de caractère. La sérénité de son ton a d'ailleurs dérouté plus d'un auditeur là où beaucoup s'attendaient à trouver de l'amertume ou de la rancœur. Au lieu de la haine, ils ont découvert une lucidité implacable et désarmante. Cependant, une telle clarté d'esprit lorsqu'elle survient sur le tard n'est jamais le fruit d'un simple hasard. C'est une victoire qui s'arrache après des décennies de mutisme, de contrôle permanent et d'une endurance physique à toute épreuve pour ne pas sombrer. Si l'enfance a enseigné le silence à Sophie Darel, l'âge adulte lui a inculqué l'art de la résistance face à l'adversité. L'annonce du premier diagnostic fut un véritable séisme, non pas par méconnaissance de la maladie, mais par la brutalité et la gravité de la nouvelle. Face à l'identification d'un cancer du sein particulièrement agressif, son instinct primaire fut de se taire pour ériger un rempart contre ce qu'elle redoutait plus que la souffrance, la pitié des autres. Elle a confessé par la suite son refus viscéral d'être réduite dans le regard du public à une simple patiente en sursis.
Il était hors de question pour elle de troquer le respect qu'elle avait acquis contre des regards remplis de compassion larmoyante. À cette période précise, elle continuait d'enchaîner les galas et les représentations comme si de rien n'était. Elle s'imposait le rythme effréné d'une vie sous les projecteurs, ne laissant aucune brèche par laquelle une faiblesse aurait pu être aperçue. Les séances de chimiothérapie se sont glissées dans son agenda avec une discrétion absolue, sans communiqué officiel ni mise en scène dramatique. Ce qu'elle garde en mémoire de cette époque, ce n'est pas tant la terreur de la faim, mais une capacité d'observation décuplée. C'est en patientant au milieu d'autres malades, en entendant des histoires tant qu'elle gardera pour elle, qu'elle a saisi que la santé est un état fragile et éphémère. Ce n'est jamais un dû, jamais une certitude, c'est un privilège quotidien, et ce premier combat n'était que le début du livre. Le destin l'a de nouveau mise à l'épreuve des années plus tard avec une récidive, puis une autre encore, 2 cancers du sein et un cancer de l'utérus. 3 face-à-face violents avec la même interrogation existentielle: jusqu'où le corps humain peut-il résister avant de rompre? Jamais Sophie n'a voulu draper son parcours dans les habits de l'héroïsme, rejetant systématiquement le vocabulaire guerrier de la victoire. Elle préférait parler de rigueur d'un agenda rythmé par les médecins et d'une surveillance qui ne s'arrête jamais vraiment. Après le 3e choc, le suivi médical s'est transformé en routine implacable mensuelle au début, puis semestrielle pour finir par un contrôle annuel. Chaque examen apportait son lot de soulagement immédiat, très vite remplacé par une anxiété latente en attendant le suivant. Ce qui a stupéfié son entourage, c'est son refus obstiné de laisser la maladie devenir synonyme de désespoir ou de noirceur. Elle a affirmé avec force n'avoir jamais été effleurée par l'idée du suicide même quand d'autres pensaient que l'accumulation des diagnostics l'aurait anéantie. Elle ne niait pas la peur car la peur est une composante humaine et inévitable face à la mort. Mais elle tenait à préciser que cette angoisse n'avait jamais gommé son appétit féroce pour l'existence. Elle se définissait avant tout comme une bonne vivante. Cette déclaration avait une résonance particulière, car elle ne relevait pas d'un optimisme aveugle, mais d'un constat factuel sur sa nature profonde. Ce sont finalement des journalistes qui l'ont persuadée de briser le silence, non pour flatter son ego, mais pour servir d'exemple. Ils l'ont convaincue que voir une femme continuer à rire, à travailler et à vivre pleinement malgré les traitements pourrait être une bouée de sauvetage pour celle qui se sentait effacée. Elle a fini par accepter, non sans une certaine réticence initiale, de partager son intimité médicale. Et lorsqu'elle a pris la parole, elle est restée fidèle à la vérité crue, sans jamais rien dramatiser ni exagérer. Si elle n'a jamais caché l'immense fatigue, le stress dévorant et ces instants de vertige où le sol semble se dérober sous les pieds, elle s'est toujours interdit de revendiquer un statut d'exception. L'épreuve de la maladie a surtout agi comme un révélateur brutal, redéfinissant totalement son échelle de valeurs, où les tracas du quotidien jadis agaçants sont devenus insignifiants. Chaque minute a soudainement pris un poids inestimable, tandis que la solitude, souvent invisible aux yeux des bien portants, lui sautait au visage à travers les courriers de ceux dont le conjoint avait déserté le navire en pleine tempête. Ces témoignages poignants racontant la fuite de l'autre face à la maladie l'ont marquée au fer rouge, la bouleversant bien plus que ses propres douleurs. Elle a alors mesuré la rareté précieuse d'un véritable soutien, réalisant avec une humilité profonde qu'elle avait tiré le bon numéro en ne traversant pas ce désert affectif seule. Au milieu de ce tumulte, Sophie Darel a tenu un cap moral inflexible. Jamais elle ne consentirait à faire de sa douleur un spectacle larmoyant pour l'audimat. Elle choisissait ses mots avec une précision chirurgicale, prenant la parole uniquement pour apporter du réconfort et gardant le silence dès lors que le voyeurisme menaçait. Par cette attitude, elle déconstruisait sans bruit le mythe moderne qui voudrait que pour survivre, il faille absolument mettre en scène son calvaire aux yeux de tous. Pour elle, la survie était une bataille de l'ombre, un labeur intime qui se jouait consultation après consultation, mêlant l'amour, le poids des années et cette farouche volonté de ne pas s'effacer. Tandis que son organisme livrait une guerre sans merci à la pathologie, l'architecture de sa vie privée se remodelait autour d'un pilier qu'elle redécouvrait chaque jour, la simple présence de l'autre. Elle n'évoquait jamais l'amour comme une bouée de sauvetage miraculeuse, mais plutôt comme une présence rassurante, une main tenue dans l'obscurité. Jack Anaclet, l'homme qui partage son existence, a fait preuve d'une constance inébranlable, restant solide au poste durant les heures les plus sombres de son parcours médical. Il n'a pas joué les héros de cinéma ni les sauveurs providentiels.
Il a fait quelque chose de bien plus difficile et courageux, il est resté là immobile dans la tempête. Sophie ne manquait jamais une occasion de rappeler le caractère exceptionnel de cette fidélité, surtout lorsque la maladie s'invite comme un tiers indésirable au sein du couple. Elle avait lu trop de lettres de détresse et entendu trop de confidences brisées pour ignorer la réalité cruelle des abandons liés à la santé. Nombreux sont ceux qui se retrouvent isolés dès que le destin se corse, et c'est précisément sa sérénité face au vieillissement qui a pu dérouter une partie du public. Elle s'insurgeait contre cette croyance limitante selon laquelle l'avancée en âge sonnerait le glas du désir de la complicité charnelle et de la joie de vivre. Lorsqu'on la questionnait sur les relations amoureuses au crépuscule de la vie, elle refusait d'en faire une romance à l'eau de rose, préférant en souligner la banale normalité. Elle martelait avec conviction que la tendresse, le contact des peaux et la connexion des âmes ne sont pas des privilèges réservés à la vingtaine. Selon elle, les barrières qui entourent la sexualité des seniors sont purement culturelles et sociétales, n'ayant aucun fondement biologique réel. Cette lucidité tranchante, elle l'appliquait également à son propre reflet Sophie, n'ayant jamais prétendu être l'apôtre d'une beauté 100% naturelle. Avec une franchise désarmante, elle a listé ses interventions de chirurgie esthétique des paupières au cou, assumant ses corrections progressives faites sans tomber dans la caricature. Elle posait des bornes strictes à ses pratiques, l'objectif, répétait-elle, n'était pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de maintenir une cohérence entre son ressenti et son image. Elle condamnait fermement les abus du bistouri, car à force de vouloir tout lisser, on finit par gommer ce qui fait l'identité et le caractère d'un visage. À ses yeux, le véritable ennemi n'était pas le processus de vieillissement en lui-même, mais cette comédie épuisante qui consiste à feindre l'éternelle jeunesse. Ce qui l'effrayait bien plus que l'apparition des rides, c'était le spectre de l'invisibilité sociale qui guette les femmes d'un certain âge. Elle combattait avec vigueur l'idée reçue qu'après 70 ou 80 ans, il faille se retirer du monde, se taire et disparaître poliment du champ de vision collectif. Sa hantise n'était pas la fin de vie, mais l'immobilité, le refus catégorique de voir son existence se réduire à une salle d'attente interminable. Elle aspirait à demeurer une actrice de sa propre vie, engagée et utile, une philosophie forgée par la nécessité autant que par le tempérament. Car sa situation financière l'a obligée à un pragmatisme total, malgré des décennies, à occuper le petit écran le montant de sa retraite et rester étonnamment modeste. La célébrité, aussi éclatante fût-elle, ne s'est pas convertie en sécurité matérielle, ses revenus mensuels suffisant tout juste à régler les factures courantes. Si elle a continué à monter sur les planches ou à apparaître à l'écran, ce n'était pas par nostalgie de la gloire, mais par pure nécessité économique. Pourtant, aucune trace d'aigreur dans son discours. Elle décrivait le travail comme un flux vital, un lien social indispensable, l'essence même de l'existence. Pour Sophie Darel, vieillir, c'est transformer en un acte militant une résistance non pas contre le temps qui passe, mais contre l'effacement programmé. Elle ne cherchait pas à retenir les années écoulées, ni à glorifier sa jeunesse perdue dans un élan mélancolique. Son combat était plus actuel, refuser de s'évaporer en silence dans une société qui n'applaudit la visibilité que lorsqu'elle est lisse et sans effort. Son obstination revêtait une dimension symbolique forte, rappelant à tous une vérité qui dérange mais qu'il faut entendre. La véritable dignité ne réside pas dans une apparence figée, mais dans le courage de rester là présent au monde, quel que soit son âge. C'est toute la question de l'argent des illusions de la télévision et du coût réel de l'affection que le public porte à ses idoles. Pour la majorité des spectateurs, il existe un fossé incompréhensible entre l'immense popularité de Sophie Darel et la précarité de ses finances actuelles. Elle a incarné pendant longtemps le visage amical invité dans des millions de salons, une figure emblématique de l'âge d'or du paysage audiovisuel français. Cependant, les retombées sonnantes et trébuchantes de cette exposition massive se sont avérées bien plus fragiles qu'on ne l'imagine. Œuvrer sous l'ère de l'ORTF et de ses successeurs signifiait souvent accepter des cachets dérisoires, des contrats précaires, sans aucune garantie pour l'avenir. Elle a abordé ce sujet tabou avec une honnêteté brutale, sans jamais verser dans la plainte ou le regret stérile. À cette époque, être vu à l'écran valait plus que l'or. La notoriété était la monnaie immédiate, tandis que la stabilité financière était une préoccupation remise indéfiniment à plus tard. Ce qui ne devait être au départ qu'un simple report temporaire s'est finalement transformé au fil des décennies en une situation irrévocable et définitive.
Le montant de sa pension de retraite s'élevant à une somme mensuelle bien maigre s'avérait largement insuffisant pour maintenir le train de vie qu'elle estimait être la norme. Il ne s'agissait pas de luxe, mais simplement de payer son loyer, de s'offrir un minimum de confort, de pouvoir recevoir ses proches à dîner, bref, d'exister pleinement au lieu de se contenter de survivre au jour le jour. C'est cette réalité économique implacable et sans pitié qui l'a poussée à ne jamais vraiment décrocher et à rester active professionnellement. Elle a continué bien après l'âge où la majorité des gens aspirent au repos bien mérité. Ce n'était pas une tentative désespérée de revivre le passé, ni une nostalgie mal placée, mais plutôt une forme de persévérance logique et nécessaire. Si le travail était devenu une obligation absolue pour boucler les fins de mois, c'était aussi paradoxalement une envie profonde qui l'animait encore et lui donnait une raison de se lever. Toutefois, au-delà de ses propres difficultés financières, ce qui la bouleversait davantage, c'était le miroir que sa situation tendait à la vieillesse dans notre société et ce que cela révélait de notre traitement des aînés. Elle n'a jamais caché sa terreur viscérale des établissements pour personnes âgées, une angoisse profonde née de souvenirs douloureux et indélébile liée à la fin de vie de sa propre mère. Elle se rappelait aussi les dernières années de la mère de son compagnon, toutes deux ayant fini leur jour dans une solitude glaciale coupée de l'affection familiale et du tumulte rassurant du quotidien. Pour Sophie, ces institutions n'évoquaient sans rien la bienveillance ou le soin médical, mais représentaient plutôt le symbole ultime de l'abandon. Elle les dépeignait sans phare comme des mouroirs où l'on parque les gens pour mieux les effacer de nos mémoires, les laissant dans une attente interminable et dénuée de sens. C'est cette peur viscérale qui a servi de moteur à son militantisme, durant les périodes de confinement social particulièrement quand les seniors se sont retrouvés privés de tout contact humain et de visite. Elle n'est pas restée les bras croisés et a rejoint des mouvements combattant ce fléau de la solitude. Elle a donné de sa voix en enregistrant des messages de soutien et a usé de son influence pour inciter d'autres figures publiques à se mobiliser pour cette cause urgente. Son message était clair et percutant: la solitude n'est pas une fatalité liée au grand âge, mais bien la preuve cinglante d'une faillite collective de notre société moderne. Son regard critique ne s'arrêtait pas là et englobait également l'évolution du paysage audiovisuel actuel et de la télévision contemporaine. Sophie ne reprochait pas à l'industrie télévisuelle d'aujourd'hui d'être cruelle, mais pire encore, elle l'accusait d'une totale indifférence envers l'humain. Elle se remémorait avec émotion l'époque du direct qui créait une véritable communion avec le public, une chaleur humaine qui traversait l'écran et brisait la solitude des téléspectateurs isolés. Selon son analyse, la disparition de cette spontanéité marquait un changement d'époque regrettable où la rentabilité et la maîtrise parfaite ont pris le pas sur le lien social et où la froideur du contrôle a étouffé l'humanité. Pour autant, malgré les épreuves, elle s'est toujours refusée à endosser le costume de la victime du système ou à se plaindre inutilement. Elle assumait pleinement les décisions passées qu'elle avait prises ainsi que leurs répercussions, mais elle rejetait catégoriquement l'idée de garder le silence sur sa condition, en abordant sans tabou ni fausse pudeur les questions d'argent, de vieillissement et de fragilité personnelle. Elle a brisé le mythe tenace et l'illusion rassurante selon laquelle la gloire et le succès offriraient une immunité éternelle contre la déchéance ou la précarité. Son témoignage mettait en lumière une vérité plus sombre, discrète mais dérangeante. Si la popularité finit toujours par s'évaporer avec le temps, les besoins vitaux, eux, ne disparaissent jamais. Ce que Sophie Darel finit par concéder ici ne relève pas de la confession théâtrale ou du coup d'éclat médiatique au sens dramatique. N'attendez pas de révélations fracassantes ni de détails scandaleux ou sordides surgissant soudainement après un long mutisme. Ce qu'elle confie est bien plus poignant et troublant justement parce que cela résonne familièrement en chacun de nous. Elle avoue que le personnage que la France a adoré pendant des décennies, cette femme de télévision toujours radieuse, pleine d'esprit et inébranlable, était une facette authentique mais parcellaire de sa personne. Ce n'était pas un mensonge ni une invention totale, mais une vérité édulcorée qui lui a permis de fonctionner dans un monde qui encense la stabilité et punit sévèrement la moindre vulnérabilité. Durant la majeure partie de son existence, Sophie s'est persuadée que sa survie dans ce milieu dépendait d'une maîtrise absolue et du contrôle de soi. Maîtriser sa voix lors des directs à la télévision, où le moindre bafouillage ou la plus petite hésitation pouvait virer à l'humiliation et aux moqueries.
Muselèrent ses émotions car les paillettes des émissions de variété ne toléraient aucune ombre au tableau et n'avaient aucune place pour la tristesse. Elle filtrait rigoureusement ce que le public était autorisé à voir ou à savoir d'elle, car elle savait qu'une fois qu'une image d'icône se fissure, elle se répare rarement. Elle a appris très jeune que l'étalage de la douleur ne suscite pas forcément la compassion des foules. Le plus souvent, cela entraînait des jugements hâtifs, des rumeurs malveillantes ou une forme de réduction de sa personne à ses problèmes. Face à cela, elle a opté pour la discipline de faire l'humour comme bouclier et l'utilité plutôt que la transparence émotionnelle qui l'aurait mise à nu. Cette stratégie de protection a porté ses fruits car elle lui a offert une carrière d'une longévité exceptionnelle. Elle est devenue le pilier indéboulonnable et indispensable aux côtés de Guy Lux, un partenaire dont elle respectait le flair infaillible pour capter les désirs de l'audience. Grâce à cette carapace, elle a traversé des décennies de télévision sans scandale public, sans effondrement nerveux, sans jamais se donner en spectacle. Mais ce que Sophie reconnaît aujourd'hui avec lucidité, c'est le lourd tribut qu'elle a dû payer pour maintenir cette discipline. Si ce silence a blindé sa carrière, il l'a aussi enfermée dans une tour d'ivoire. À force de ne jamais paraître fragile, elle a désappris aux autres à s'inquiéter pour elle ou à lui demander comment elle allait. En voulant rester fiable et solide comme un roc, elle est devenue une énigme indéchiffrable pour son entourage. Elle admet désormais que les traumatismes passés ne l'ont pas détruite, mais qu'ils l'ont sculptée de l'intérieur bien plus profondément qu'elle ne l'avait jamais reconnue publiquement. La violence subie durant ses jeunes années n'a pas anéanti sa capacité à aimer la vie, mais elle lui a enseigné l'art du cloisonnement mental. Une culpabilité sourde totalement irrationnelle mais persistante l'a conditionnée à s'effacer et à se minimiser constamment. Même lorsqu'elle a finalement décidé de briser le silence des années plus tard, elle a avancé avec une extrême prudence, taisant les noms et refusant le sensationnel car pour elle, garder le contrôle restait l'unique garantie de sa sécurité. L'épreuve de la maladie n'a fait que confirmer et renforcer cette leçon de vie ancrée au plus profond d'elle-même. Au lieu de se laisser consumer par l'amertume après avoir croisé le fer avec le cancer à 3 reprises, elle a vu sa perception de l'existence se métamorphoser radicalement, redéfinissant chaque seconde qui passe comme un trésor d'une fragilité absolue. Son quotidien est désormais rythmé par une lucidité aiguë des agendas hospitaliers, l'odeur aseptisée des salles d'attente, et cette angoisse sourde qui refuse de s'éteindre même lorsque le corps médical annonce avec optimisme que la tempête est passée. Avec le recul nécessaire, elle confesse aujourd'hui que cette armure de courage qu'elle a portée, bien qu'indispensable pour sa survie mentale, s'est révélée être une protection à double tranchant. En affichant une telle bravoure inébranlable, elle a involontairement dressé un mur invisible qui a empêché son entourage de percevoir la terreur viscérale qui la rongeait de l'intérieur à certains moments. Quand on endosse perpétuellement le rôle du pilier inébranlable, on ferme malheureusement la porte à la possibilité de s'effondrer dans les bras de l'autre. Et c'est précisément là que réside toute la complexité paradoxale de l'amour et du soutien. Sophie ne tente pas de nous faire croire que l'affection a pulvérisé ses angoisses comme par magie. Elle nuance son propos en expliquant que la tendresse a simplement rendu l'insupportable un peu plus respirable au quotidien. La présence constante d'un être cher au chevet du malade n'est pas un remède miracle certes, mais c'est le rempart ultime qui empêche le sentiment de solitude de dériver vers un abandon total et dévastateur. Plus que les rides ou le temps qui file inexorablement, ce qui l'a véritablement glacé d'effroi, c'est la perspective cruelle d'être mise au placard oublié par un monde qui continuerait d'avancer sans elle. Être perçue comme une chose du passé sans importance ou devenue transparente aux yeux des autres, voilà sa véritable hantise, et c'est peut-être là que se trouve la clé de voûte de sa confession la plus intime. Il est crucial de comprendre que le bonheur éclatant et la douleur profonde ne sont pas des ennemis jurés, mais des compagnons de route qui cohabitent. Ces éclats de rire n'ont jamais été des façades, ils vibraient d'une sincérité brute. Tout comme ces démons intérieurs étaient pas bien réels, la lumière ne venant jamais totalement effacer l'ombre, car l'âme humaine est suffisamment vaste pour abriter ces deux extrêmes simultanément sans contradiction. Si le public s'est mépris sur sa nature, ce n'est pas par dissimulation de sa part, mais à cause de cette vieille habitude sociale qui voudrait nous enfermer dans une case unique, nous refusant le droit à la complexité émotionnelle. Du haut de ses 82 ans,
En 2026, Sophie Darel ne cherche ni à se racheter une conduite, ni à s'inventer une nouvelle vie, refusant catégoriquement de gommer les lignes de son histoire personnelle. Son unique démarche consiste à colorier les zones d'ombre, à compléter le tableau avec les nuances de vérité qui avaient été laissées de côté jusqu'à présent pour offrir une image complète. Elle aspire simplement à une reconnaissance totale de son humanité, refusant les étiquettes réductrices de guerrière ou de victime tragique, pour s'affirmer comme une femme qui a su évoluer et qui prouve que la vérité même tardive illumine l'existence bien plus qu'elle ne l'assombrit. À votre avis, la véritable résilience exige-t-elle nécessairement de souffrir en silence sans jamais rien laisser paraître de ses faiblesses ? Ou bien est-il possible que briser le silence au crépuscule de sa vie puisse radicalement transformer la lecture que l'on fait d'un destin tout entier et inspirer les générations suivantes ? Nous serions ravis de lire vos réflexions approfondies et vos propres expériences dans l'espace commentaire ci-dessous, alors n'hésitez pas à prendre la parole si ce récit a résonné en vous. Si cette vidéo vous a ému, pensez à cliquer sur le pouce bleu pour nous soutenir à rejoindre notre communauté en vous abonnant et à transmettre ce message d'espoir à un proche qui aurait bien besoin de ce réconfort aujourd'hui.